Sud Radio, Berkov dans tous ses états. Nous sommes en guerre. Vous craignez qu'on supprime l'agence de développement? On cherche des économies, paraît-il. Aide publique au développement, 15 milliards d'euros. Il me semble que nous en avons là quelques-unes sous le nez. On est Crésus. On a tellement d'argent qu'on doit le donner comme ça au monde entier. Ça me paraît invraisemblable vu l'état où nous en sommes aujourd'hui. On vit dans un monde dangereux. C'est très important que la France ait une capacité à trouver des amis. J'ai appelé le président Macron. Un bon gars d'ailleurs. Pardon, moi j'ai pas d'amis. Si t'as pas d'amis, prends un curly. Non, j'ai pas d'amis. Que ce soit volontaire ou non, Emmanuel se trompe toujours. Rien à foutre. Nous sommes en guerre. Eh oui, la guerre Ukraine-Russie, la guerre au Proche-Orient, la guerre partout. Et puis les escarmouches, et puis les manœuvres, et puis la stratégie, et puis tout cela qui effectivement nous occupe. Mais on va parler aussi, et c'est intéressant, de l'aide publique au développement, parce que un rapport assez explosif, enfin très intéressant, sur l'aide publique au développement et l'aide française au développement va paraître fait par Jean-Paul Gourevitch, consultant international, qu'on reçoit toujours avec plaisir, aussi spécialiste de l'immigration, des migrations également. Donc, on va parler de cela et effectivement se dire, est-ce que c'est très bien le développement, c'est très bien l'aide publique au développement, mais est-ce que ça va où ça doit aller? Vraie question, un rapport très fort qui va apparaître d'ici une dizaine de jours et que nous avons en exclusivité et nous regarderons avec Jean-Paul Gourevitch. Et puis, on va parler aussi d'une autre bombe à retardement, c'est la retraite. Alors, où on en est, on va pas résoudre le problème aujourd'hui, mais on va parler avec Théo Michel, qui est secrétaire général adjoint du DR, qui est fiscaliste. Alors, cette retraite, on va rester à la répartition, on va aborder les rivages dangereux, malaisés et flous de la capitalisation. Eh bien, on va en parler avec lui également. Et évidemment, voilà, le stand israélien au Bourget absolument couvert, sanctuarisé. Je ne sais pas si c'est à cause du virus ou à cause du Covid. Non, c'est à cause des armes offensives. On en parlait évidemment. Et puis les perles, les huées, les bravos. Et en seconde partie, un livre formidable sur l'écologie de Bernard Alliot. Bernard Alliot est lui-même spécialiste de l'environnement et il va nous raconter en quoi l'écologie, qui était au départ scientifique, est devenue une religion et qu'il est temps qu'elle revienne à ce qu'on appelle la science. Et la science, c'est avoir question à tout et avoir débat à tout. À tout de suite. Sud Radio. Dans tous mes états, effectivement, nous avons changé de studio, donc ça pose quelques petits problèmes, mais tout va être réglé, sans problème. Donc, on va parler de quoi? On va parler de cette aide publique au développement. Vous n'êtes pas sans savoir qu'un certain nombre de députés, un certain nombre de politiques, un certain nombre de journalistes ont posé des questions sur cette aide publique au développement en général, mais sur cette aide française au développement, l'AFD, vous savez, l'AFD, et où va cet argent? Parce que le développement, c'est très bien, contribuer au développement d'un certain nombre de nations, ça me paraît évidemment la moindre des choses. Alors Jean-Paul Gourevitch, bonjour. Alors Jean-Paul Gourevitch, on vous présente pas, mais on vous présente quand même, spécialiste d'immigration, essayiste, vous avez écrit énormément de livres et on vous a reçu à plusieurs reprises. Et puis là, vous venez de terminer un rapport très fort qui va paraître dans le cycle des études de contribuables associés. Contribuables associés, on les aime beaucoup et on le reçoit très souvent aussi. Donc, de quoi s'agit-il? Et surtout, parce que j'ai vu le sous-titre, vous voyez, trop de dépenses publiques, disent contribuables associés, c'est trop d'impôts. Et justement, parlons-en de ces dépenses. Surtout qu'on a été attiré par un certain nombre de choses. Juste, Jean-Paul Gourevitch, avant de vous donner la parole, t'es très frappé, par exemple, alors pourquoi pas, que nous nous occupions, je parle de l'aide française au développement, de réduire les violences de genre au sein des collèges par la pratique du rugby ou à Madagascar, Algérie, Tunisie, jeunesse et pouvoir d'agir, très bien. Algérie, Burkina Faso, Libye, Mali, Maroc, Mauritanie, Niger, recherche le criquet pèlerin. Sénégal, insertion socio-professionnelle des jeunes filles et garçons talibés dans les zones périurbaines, etc. Beaucoup de choses à dire. Et puis, les études de genre aussi, dans des endroits comme l'Irak ou ailleurs.
Effectivement, mais quand on est dans un pays, je parle de la France, où on recherche désespérément, tous les ministres nous le disent, y compris le premier d'entre eux, 40 milliards, où on a les problèmes économiques, les problèmes de santé, les problèmes de logement, les problèmes, de chacun. Qu'est-ce que c'est que cette aide? Essayez d'ailleurs de nous expliquer, c'est quoi cette aide publique au développement, comment elle fonctionne? Alors, moi, j'ai fait un travail d'état des lieux, le plus scientifique possible. Oui. J'ai travaillé pendant 26 ans en Afrique et je continue à travailler avec les diasporas africaines en France. Donc, l'aide au développement, c'est un sujet que je connais bien. Et pour essayer de cadrer très vite, qu'est-ce que ça représente? Ça représente, pour la France, 14,5 milliards d'euros payés par les contribuables, par le gouvernement français. 14,5 milliards d'euros par an. Par an. C'est ça, d'accord. Et il faut ajouter à ça les transferts de fonds, les investissements des entreprises, les dons, le service civil, les volontariats, etc. Globalement, la contribution de la France, pas simplement du gouvernement français, la contribution de la France, c'est environ 23 milliards d'euros et nous sommes le 5e contributeur en volume et le 11e contributeur en pourcentage du revenu national brut, puisque à peu près 0,5% du revenu national brut français passe dans notre aide publique au développement. Alors, en général, Jean-Paul Gurevitch, effectivement, et c'est une bonne chose, et il ne s'agit pas de mettre en question l'aide au développement en tant que telle, généralement, mais la question qu'on peut se poser, et y compris au vu au su de votre rapport, et y compris en entendant un certain nombre de gens qui se posent vraiment des questions, est-ce que c'est bien distribué, et surtout, quel est le contrôle? On a parlé hors antenne avant de commencer de la Cour des comptes. Est-ce qu'il y a véritablement des contrôles? Où va cet argent et comment il est prodigué ou distribué? Alors, il y avait 4 objectifs de l'aide publique au développement. Le premier, il est plus ou moins atteint, c'est essayer d'augmenter le produit intérieur brut des pays qui sont en difficulté. Le deuxième, freiner les flux migratoires, il n'est pas atteint du tout, puisque plus on augmente l'aide au développement, plus les flux migratoires légaux et illégaux augmentent. Mais comment ça se fait? Attendez, avant que vous alliez, parce que ça c'est quand même... On pourrait penser, Jean-Paul Gurevitch, me résire un bon sens, que plus les pays, on les aide à se développer, plus les habitants de ces pays, qui en profitent vraiment, eh bien, qui sont quand même attachés au pays, aimeraient y rester. Or, c'est le contraire, vous dites. Oui, dans mes travaux sur l'immigration, j'ai développé ce paradoxe que j'ai vécu en Afrique, qui est que pour réussir sa migration, il faut à la fois avoir quelque chose à vendre, avoir de l'argent pour pouvoir rembourser et avoir des relations. Et en fait, tout l'argent de l'aide au développement va augmenter le désir des gens de migrer, c'est-à-dire de quitter leur propre pays pour trouver quelque chose de mieux. Je ne vais pas rester très longtemps là-dessus. Mais... c'est un paradoxe. Moi-même, je pensais au début, très naïvement, oui, on donne de l'argent aux gens, donc ils vont rester dans leur pays. Pas du tout. Ça leur donne au contraire l'envie de partir. Le troisième objectif, qui était d'aider les entreprises françaises, il n'est pas véritablement atteint, puisque 49% des marchés qui sont initiés par la France sont accaparés par nos concurrents. Et le quatrième objectif, augmenter le rayonnement de la France. Alors là, on peut dire qu'on est très loin de compte, parce que, en fait, paradoxalement, l'aide au développement a développé un sentiment anti-français, c'est très visible en Afrique, qui laisse entendre que, on les aide, mais c'est pour des raisons politiques ou économiques, et donc on n'a pas du tout augmenté la qualité des rapports avec les pays bénéficiaires. Alors, vous avez parlé du contrôle. Effectivement,
il y a très peu de contrôle sur ce qu'on appelle l'aide multilatérale, c'est-à-dire de l'aide qui est donnée à des fonds internationaux. Il y a un peu plus de contrôle sur l'aide bilatérale, mais on est là encore très loin de compte. Et vous avez cité la Cour des comptes européenne. La Cour des comptes européenne a fait un rapport sur une des aides à l'Afrique qui est totalement croustillant parce qu'on s'aperçoit que l'aide ne va pas du tout aux gens qui en ont besoin. Alors, vous avez des exemples là-dessus? Ah oui, je cite un exemple. Je vais reprendre carrément le texte de la Cour des comptes européenne parce que je trouve que c'est un exemple absolument extraordinaire. Non seulement nous donnons des matériels à des écoles qui n'ont pas d'électricité, mais voilà un exemple. En 2018, un bénéficiaire en Gambie a reçu une formation, une subvention pour créer une entreprise dans le secteur de la volaille au titre du soutien à la réintégration octroyé par un projet du Fonds européen pour l'Afrique. Il a fait des poulets, des aliments, des médicaments, du matériel. En 2022, il a bénéficié du même soutien qu'en 2018, alors qu'il avait confirmé oralement ne pas avoir eu d'activité auparavant. Et en 2023, lorsque nous sommes rendus chez lui, il avait vendu tous ses animaux et ce second projet financé par l'Union européenne ne correspondait plus à rien. Bon, ça, c'est une anecdote. Donc chaque année, on lui donne des choses et puis après, on s'aperçoit que y a beaucoup adieu vos vaches, cochons, poulets. Voilà, mais il y a beaucoup plus grave. L'Union européenne a financé, par exemple, les centres de rétention des migrants en Libye. Eh bien, on a... je lis le texte. Les autorités libyennes n'ont pas été en mesure de nous dire qui est à présent responsable des bâtiments ayant bénéficié du soutien de l'Union européenne pour l'Afrique. Nous n'avons pas pu visiter aucun des centres de rétention financés par l'Union européenne puisque les autorités libyennes nous en ont refusé l'accès. Donc, des petites choses. Et les grosses choses montrent très bien qu'une partie, alors une partie bien sûr, de l'argent est gaspillé. Et si on veut aller plus loin, on s'aperçoit même que, bien sûr, nous avons aidé les pays à se développer. Mais ça ne veut pas dire que nous avons aidé les populations de ces pays à en bénéficier. Il faut bien préciser, on a aidé les pays, les gouvernements, les gens qui reçoivent l'argent, mais est-ce que c'est redistribué comme il faut? Grand point d'interrogation. C'est plus qu'un point d'interrogation, parce qu'on a pu constater que dans certains pays, non seulement l'aide n'arrivait pas aux personnes qui en avaient besoin, mais elle était carrément détournée par un certain nombre de services officiels, gouvernementaux ou autres, avec parfois la complicité des gens qui finançaient. C'est ça qui est le plus grave, c'est qu'on sait qu'une partie de cette aide est gaspillée ou détournée, mais on ne fait rien, alors pour des raisons géopolitiques, stratégiques, et surtout parce que nous n'avons pas le moyen de contrôler sur place ce qui se fait. Mais comment ça se fait qu'on ne sait pas doter les moyens de contrôler sur place? Après tout, c'est l'argent du contribuable, c'est l'argent de toute la population, disons européenne, pour ne parler que d'elle, française, et il n'y a pas de contrôle, ou presque pas. Pour qu'il y ait un contrôle, il faudrait qu'il y ait un suivi par les services de nos ambassades, par exemple, dans le pays en question. Alors, les ambassades font leur travail, je ne le discute pas, mais n'ont pas les moyens techniques et humains d'aller voir sur le terrain si véritablement l'argent est utilisé pour ce qu'il devrait être. Et c'est ça qui est quand même assez hallucinant, parce que, effectivement, vous avez raison, il faut dire que c'est une partie de l'argent, mais quand vous dites, par exemple, qu'il y a une complicité quelque part, il y a un laisser-aller, en tout cas. En tout cas, un laisser-aller. Est-ce qu'on peut parler de corruption? Alors, ou pas? Le mot corruption, c'est un mot très lourd. Il n'est pas toujours évident que les donateurs bénéficient en retour des aides qu'ils ont fournies. Mais s'il y avait, c'est pour ça que cette commission d'enquête qui a été validée
en février 2025 peut quand même être très utile, parce qu'on va pouvoir savoir exactement comment ça fonctionne sur le terrain. Enfin, on peut espérer qu'on va savoir comment ça fonctionne sur le terrain, et ça va permettre de repositionner une partie de notre aide. Parce que j'ai donné tout à l'heure des chiffres en disant, 14 milliards et demi d'euros. Mais vous avez là-dedans de l'argent qui n'est pas du tout destiné aux bénéficiaires. Je prends un exemple. Dans cette aide publique au développement, il y a 1,6 milliard qui va au programme Immigration et Asile. Le programme Immigration et Asile, il est fait pour des gens qui ont quitté leur pays pour vivre ailleurs. Absolument. Donc, mettre l'aide au développement dans ce programme-là, c'est aberrant. Ça pourrait presque être... on fait ça pour le programme aider au développement de l'immigration et de l'asile. Voilà, c'est totalement contre-productif. Nous avons une partie de notre aide qui passe par des associations. Bon, il y a des associations qui font très bien leur travail, il y en a quelques autres où le travail est beaucoup plus idéologique que économique. Pour prendre le cas de Coalia, d'SOS Méditerranée et de quelques autres. Bon, il pourrait y avoir au moins un contrôle permettant de savoir sur les comptes de l'année précédente qu'est-ce que vous avez fait, à qui c'est allé et quels bénéfices les gens en ont retiré. On va continuer à en parler après cette petite pause, Jean-Paul Gourevitch. Il se passe quand même quelque chose de grave. Il n'y a pas de contrôle à ces milliards. On ne dit pas qu'ils sont tous gâchés ou dispersés, mais où est le contrôle? On verra avec cette commission d'enquête. On va continuer à en parler pendant quelques minutes avec Jean-Paul Gourevitch et cette étude, ce rapport sur l'aide publique au développement, parce qu'il cache beaucoup de choses. C'est Philippe Davy, tout à l'heure à 20h, débat passionné sur l'actu. Sud Radio, Berkov dans tous ses états. Je ne dois pas être le seul à être dans tous mes états avec ce rapport fait par Jean-Paul Gourevitch qui paraîtra, que vous pourrez consulter au site de Contribuables Associés fin juin, le 30 juin au 3 juillet, l'aide publique au développement. Jean-Paul Gourevitch, je vous demandais, est-ce que vous utiliseriez les termes qu'a utilisé l'eurodéputée Sarah Knafo, qui dit on ne prend pas la mesure de ce que c'est que de prendre l'argent dans la poche des Français pour l'envoyer au monde entier. Est-ce que vraiment est-ce que c'est politique? Est-ce que c'est scandaleux? Ou quand même il y a des choses, enfin en tout cas vous l'avez déjà dit, qui quand même pose question, c'est le moins que l'on puisse dire, et depuis des années, c'est pas nouveau. Alors j'ai analysé effectivement les critiques de Sarah Knafo, dont certaines sont justifiées et d'autres beaucoup moins. Il y a un certain nombre de points qui sont indiscutables. Par exemple, nous finançons complètement les premières années d'inscription des étudiants étrangers en France. Bon, c'est peut-être très bien. Nous finançons complètement les premières années étrangers en France, mais premièrement, on ne sait pas ce que vont devenir ces étudiants étrangers. Est-ce qu'ils vont rentrer dans leur pays pour le développer? Est-ce qu'ils vont rester en France pour développer le PIB français? Ou est-ce qu'ils vont partir dans un autre pays? Bon, on ne sait rien là-dessus. Donc, on met de l'argent, mais on fait le travail que devraient faire les pays qui envoient leurs étudiants en France. Bien sûr. Premier point. Deuxième point, nous donnons de l'argent à des pays qui sont économiquement autonomes, comme la Chine ou l'Inde. Oui, c'est ça. Il y a eu quand même quelques restrictions là-dessus, parce que c'était quand même un peu trop... Enfin, on donnait presque, je crois, 115 ou 150 millions à la Chine pendant un moment. Oui, voilà. Bon, ce qui est quand même... mais surtout, on donne de l'argent avec des pays qui sont en situation conflictuelle avec nous, comme le Burkina, comme le Mali, comme le Niger, comme l'Algérie. Bon, on est en train de réduire effectivement cette aide, parce que c'est pas logique d'aider des pays qui passent leur temps à critiquer vertement l'action de la France. Bon, et puis troisième point, notre aide, elle est beaucoup faite de dons et beaucoup moins de prêts.
Bien sûr, les prêts, c'est toujours dangereux parce qu'on n'est jamais sûr qu'ils soient remboursés. On peut se demander déjà s'il sera remboursé. Les dons, c'est encore aussi dangereux parce qu'il faut bien s'assurer que le don va à quelqu'un qui en a besoin et qu'il va être utilisé pour améliorer sa situation. Ça non plus, on ne peut pas le faire. Oui, il n'y a pas de contrôle de ce point de vue-là, il n'y a pas de contrôle. Et nous avons des aides, et vous l'avez cité dans plusieurs exemples que vous avez donnés, des aides qui sont carrément des aides idéologiques pour des pays très lointains qui sont très loin de nous, et on ne voit vraiment pas, alors que la situation française est quand même très difficile, on ne voit vraiment pas pourquoi l'argent va là-bas. Mais Jean-Paul Gourevitch, justement, je ne sais pas si vous en parlez, je n'ai pas lu évidemment tout votre rapport, qui décide de l'envoi, du thème de ceci à tel ou tel pays? Qui décide? Malheureusement, la tête de l'État. Car qui pilote l'aide publique au développement? C'est un conseil français du développement qui est présidé par le président de la République. Alors il est assisté de plusieurs organismes consultatifs, mais c'est quand même lui qui décide de tout. C'est l'Élysée qui décide. Ah oui. C'est totalement et parfois même il met en difficulté ses propres ministères parce que ces ministères apprennent que le président, alors je ne dis pas qu'il est systématiquement tort, mais c'est lui qui décide, et c'est aussi pour ça qu'il est très important d'avoir un contrôle démocratique sur ce que fait le Conseil présidentiel pour l'aide au développement. Et ça n'existe pas. Oui, c'est-à-dire que cartel et bonbon plaisir, quoi. Oui, c'est un petit peu ça. C'était très bien de mettre des organismes consultatifs pour accompagner ce conseil présidentiel. Sauf que ces organismes se réunissent assez souvent, mais pour rien, parce que ces conseils, ils ne sont pas pris automatiquement en compte par le décideur. Et ces organismes sont payés eux-mêmes. Ces organismes sont payés, les conseillers les conseilleurs sont payés. Ça fait partie de toutes ces organismes dont on demande, sinon la disparition, du moins de faire un état des lieux, parce qu'il y en a quand même qui ne servent pas à grand-chose. C'est intéressant, la dépense publique publique dans son... Écoutez, en tout cas, Jean-Paul Gourevitch, on pourrait passer des heures, mais on en reparlera de cela, parce qu'il y a quelque chose qui est incroyable. Au moment même où on dit, oui, il faut absolument se serrer la ceinture, vous êtes tous concernés, on voit, je ne dis pas encore une fois, et vous avez raison de ne pas généraliser, il y a des choses très bonnes qui se font, et il le faut, l'aide publique au développement, mais où ça va sur des dizaines et des dizaines de milliards, c'est quand même grave, et en tout cas, j'espère qu'on va encore en reparler. Merci Jean-Paul Gourevitch. Merci. Sud Radio, André Berkoff. Ça balance pas mal. Berkoff dans tous ses états, ça balance pas mal sur Sud Radio. Oh là là, c'est long, la retraite. Oh là là, c'est long. Ça te rend gaga, la retraite. La retraite, c'est con. Ouais, la retraite c'est con, mais vous savez, quand on a fait 40 ou même plus, ou etc., on va pas en vouloir à un certain nombre de personnes de vouloir profiter d'une retraite qu'on dit bien acquise, et puis qui surtout qui leur permet de vivre, et apparemment ça devient de plus en plus compliqué. Vous savez, quand vous parlez à un certain nombre de jeunes, ils disent on sait très bien qu'on n'aura jamais notre retraite, etc. Ils exagèrent, mais vraiment autant que ça. Théo Michel, bonjour. Bonjour. Vous êtes secrétaire général adjoint de l'UDR, de Éric Ciotti, c'est bien cela? Tout à fait. Vous êtes fiscaliste. Alors, on va pas aborder, d'ailleurs, on vous fera revenir parce qu'on va faire un vrai numéro spécial, une vraie émission spéciale sur la retraite pendant le temps qu'il faut. Mais je voudrais savoir, alors, donc, comme on le sait aujourd'hui, François Bayrou a donné jusqu'à fin mai aux syndicats et au patronat pour tenter d'améliorer la très impopulaire réforme des retraites de 2023, tout en rétablissant, alors ça j'aime bien, un retour à l'équilibre financier du système pour 2030. Vous y croyez ? Non, moi j'y crois pas, et nous n'y croyons pas avec Éric Ciotti. Ce conclave, de toute manière, il a été inventé, mis en place pour sauver le soldat Bayrou. Il n'a pas de majorité à l'Assemblée nationale, et on
pense, nous, à l'UDER, que ce conclave est là pour gagner du temps. Il y a déjà plusieurs organisations syndicales, d'ailleurs, qui ont quitté ce conclave, cette réunion, parce qu'ils voient bien que finalement, aucun accord n'est possible. Vous avez le patronat qui veut rester sur l'âge de 64 ans. Vous avez les autres syndicats qui représentent les salariés qui veulent revenir à 62 ans. Donc non, nous, on n'y croit pas. On pense plus que c'est une opération politique pour se maintenir à Matignon. Mais alors, dites-moi, est-ce que toute l'affaire des retraites aujourd'hui, c'est entre 62 et 64 ans? Ce n'est évidemment pas que ça. Non. Est-ce que c'est l'arbre qui cache la forêt? C'est l'arbre qui cache la forêt. Nous, ce que nous proposons à l'UDER, et vous savez, si vous m'aviez invité il y a 5 ans pour parler notamment de ce qu'on propose et la retraite par capitalisation, ça aurait été un tabou total. Et on voit qu'au fur et à mesure, beaucoup de formations politiques, et notamment l'UDER, et on est en pointe sur ça, proposent d'introduire une dose de capitalisation pour sortir justement de ce schéma actuel qui ne veut plus rien dire. Aujourd'hui, vous avez de plus en plus de retraités pour de moins en moins d'actifs. 2,8 actifs seulement pour un retraité. Donc aujourd'hui, on est à 2,8 actifs pour un retraité. Exactement. Et c'est en chute, on sera autour de 1,6 dans 20 ans. Donc vous voyez que on va avoir un gros problème. Presque un actif pour un retraité d'ici 30 ou 40 ans. Exactement. Et on ne va pas demander aux Français de travailler jusqu'à 70 ans, 75 ans. Vous faisiez référence aux jeunes. Moi, j'ai 30 ans. Je vous avoue que là, avec ce système actuel, je ne sais pas quand est-ce que je vais partir à la retraite. Vraiment. Voilà, c'est vraiment ce que se disent les jeunes. Et nous, en mettant cette dose de capitalisation, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'on va prendre... Quoi? Alors expliquez justement, parce qu'on en parle souvent, qu'est-ce que c'est exactement la capitalisation et pourquoi ça fait peur à un certain nombre de gens en disant non, que ça y est, c'est l'Amérique, etc. C'est quoi la capitalisation, très simplement? Très simplement, c'est que, par exemple, sur votre salaire brut actuellement, vous avez à peu près 28% de cotisations retraite qui vont au système général que l'on connaît. Nous, ce que nous proposons, c'est de prendre à peu près 10% de ces cotisations retraite et de les mettre dans un fonds de capitalisation. Qu'est-ce que c'est un fonds de capitalisation? C'est un fonds qui va acheter des actions d'entreprises. Un fonds de pension. Exactement, comme ce que vous avez aux États-Unis ou dans d'autres pays anglo-saxons et même des pays du Nord. Vous avez la Suède qui fonctionne comme ça, vous avez les Pays-Bas. Et avec ces placements financiers, on s'est rendu compte que, en tout cas c'est le chiffrage de l'UDER et d'Éric Ciotti, vous avez un rendement autour de 5%. Le système actuel, c'est 0,3% de rendement. Donc on voit bien garantie de 5%. Alors, c'est quand même énorme, hein, attention. Alors c'est pas si important. Après, il faut voir en fonction des risques que chacun veut prendre en fonction. Mais donc prendre 10% de ces 28%. Exactement. Qui sont sur la fiche de paye, enfin du salaire brut, c'est ça. Exactement. Ça permettrait d'enrichir les retraités, comme je viens de le dire. Ça permettrait d'investir dans l'économie et remettre aussi un peu de croissance dans ce pays qui en manque cruellement. Le système de retraite, c'est aussi lié au nombre d'emplois et de nombre de cotisants. Donc ça permettrait de dynamiser l'économie française et ça permettrait de recréer une forme d'équilibre dans ce système. Il y a un rapport de la Cour des comptes qui vient de sortir. D'ici 2045, il y aura autour de 35 ou 40 milliards de déficit. C'est énorme. Sur les retraites. Sur les retraites. Uniquement sur les retraites. Uniquement sur les retraites. C'est la Cour des comptes qui vient de sortir un rapport. Donc il faut sortir de ce système. Pas totalement, hein. On ne dit pas qu'il faut sortir du système de répartition, on dit simplement qu'il faut introduire une dose de capitalisation comme ce qui est fait dans les pays du Nord, et tous les économistes aujourd'hui s'accordent à dire que un bon système de retraite, c'est un système hybride. C'est un système qui lie les deux. Et alors pourquoi ça fait encore, enfin, vous allez me dire, mais il faut en parler. Pour quelle cause? Est-ce que c'est idéologique, politique ou autre? Ça fait encore tellement peur, ou en tout cas ça fait hurler un certain nombre de Français, ou en tout cas un certain nombre de partis, de syndicats, etc. Dès qu'on parle même de capitalisation, alors qu'elle existe chez les fonctionnaires, non? Bien sûr, bien sûr. M'abuse, il y a déjà des systèmes pour certains métiers où ça existe. Moi je pense qu'on est un pays, en tout cas notre classe politique depuis des années, est une classe politique qui défend plus l'État et a une vision un peu socialiste, on va pas se mentir, de l'économie, alors que, vous savez, il y a beaucoup de Français qui ont un PEA, qui ont un compte titre, etc. Et donc nous, ce qu'on propose, c'est qu'une partie de ces cotisations
puisse également faire tourner l'économie et qu'il y ait un meilleur rendement en investissement, en investissant dans l'économie. Alors certes, c'est peut-être un peu tabou pour la classe politique, pour la CGT, n'en parlons pas, bien sûr. Eux, ils pensent que c'est qu'en taxant les riches qu'on va réussir à créer des emplois et à remettre sur pied ce système de retraite. Nous ne pensons pas. Ça passera par le privé, forcément. Ça ne passera pas par le privé. Ça ne passera que par le privé, pas que par le privé. Ça passera, mais voilà, par un système hybride. Mais est-ce qu'il n'y a pas un vrai problème aussi, et tant qu'il n'est pas vraiment posé, et évidemment c'est encore plus explosif, c'est la différence entre les traitements, les retraites, etc., du secteur privé et du secteur public. Bien sûr. Vous avez une différence abyssale entre les deux, quand même. Bien sûr. Nous, ce que nous proposons à l'UDR, c'est de mettre sur le même pied les retraites privées et les retraites publiques. Ça me paraît... Et je crois que beaucoup de Français qui nous écoutent, en tout cas qui travaillent dans le privé, sont scandalisés de voir que dans certaines catégories d'emploi, on peut partir plutôt tôt à la retraite. Encore une fois, le système qui a été modifié par Emmanuel Macron ne modifie pas cela. Avec notre système, j'y reviens, juste pour que les gens nous comprennent. Avec un salaire de 3 000 euros brut par mois, vous avez aujourd'hui une retraite avec le système actuel de 1 800 euros par mois. C'est-à-dire vous avez 3 000 euros, vous aurez 1 800 euros de retraite. Avec le système que nous proposons, c'est-à-dire 10% des cotisations retraite vers la capitalisation, vous aurez 2 200 euros de retraite. Donc c'est plus 400 euros par mois. Donc moi, je ne vois pas pourquoi ça bloque. Je ne vois pas pourquoi on en ferait un tabou. Mais c'est peut-être le mot capitalisation qui fait peur en France. Mais en allant au-delà, je crois qu'on peut trouver un consensus avec les formations politiques avec lesquelles nous sommes alliés, d'ailleurs, et plus largement avec l'Assemblée nationale qui aujourd'hui... parce que qui va refuser une augmentation effectivement de la retraite à partir du moment où on ne déséquilibre pas tout. Évidemment, mais ce qui est absolument fascinant de voir que ça fait des années, allez, je dirais des décennies qu'on parle de ça, et on revient toujours à 62, 64, etc., alors que d'autres pays européens ont déjà bougé très très largement. Complètement, et moi ce que je considère, c'est vraiment dommage, c'est qu'aujourd'hui on perd du temps. Parce que ce conclave, il va accoucher d'une souris, on le sait très bien. Oui, pas de fumée blanche. Hein. Ouais, non, il n'y en aura pas cette fois-ci. Et encore une fois, c'est un objet politique qui a été inventé par le Premier ministre. Des organisations syndicales ont quitté la table des négociations. Et encore une fois, il faut sortir de ce schéma parce qu'il est plus viable. Il faut sortir pas totalement de ce schéma pour être précis. Nous, ce qu'on propose, c'est un système hybride. C'est ça qu'il faut faire. Les Pays-Bas l'ont fait, la Suède l'a fait. Les États-Unis, c'est pas le même système. C'est 100% capitalisation pour le coup. Vous êtes bien placé pour le savoir puisque vous êtes un expert des États-Unis. Mais on n'est pas obligé de copier les États-Unis. Oui, vous voulez dire, on n'est pas obligé de devenir BlackRock pour parler de cela. Quoi. Exactement. Ouais, on va pas devenir demain. On va pas changer le système de retraite qui a été inventé il y a très longtemps à un système par capitalisation totale. Moi, c'est pas ce que je souhaite. C'est pas ce qu'on souhaite à l'UDR, mais on souhaite surtout du bon sens. On souhaite, écoutez, moi je vous souhaite en tout cas que vous en parliez, que ce soit sur la table et qu'on arrête de dire, parce que effectivement des gens de votre âge, et j'en connais beaucoup, dans des amis, qui disent on sait qu'on ne touchera rien. Eh ben non, on espère qu'on touchera quelque chose en tout cas. Oui, voilà, couvrez ces armes que je ne saurais voir. Et oui, qu'est-ce qu'il y a eu? Il y a eu une polémique, évidemment, parce que le stand effectivement d'Israël, qui présentait son matériel militaire comme tous les autres pays, a été bâché. C'est-à-dire qu'on arrivait devant, noir, c'est noir, il y avait, voilà, et pas question d'y accéder. Alors, qu'est-ce qui s'est passé exactement? Eh bien, le Premier ministre François Bayrou a expliqué la cause de ce boycott, sinon de cette interdiction. La position du gouvernement français était très simple, c'était pas d'armement de guerre offensif sur le salon. Des armements de guerre défensifs, c'était tout à fait possible, mais l'exposition d'armements qui soient des armements offensifs n'était pas possible. Alors écoutez, là quand même il y a quelque chose, une explication de texte s'impose.
Moi, je veux bien que, selon d'ailleurs les dires de François Bayrou, c'était à part pour ce qui se passe, la guerre menée par Israël à Gaza, situation moralement inacceptable et qui impose de marquer réprobation et distance, d'après les dires du chef du gouvernement français. Parfait, ça on peut le dire. Mais à partir de ce moment-là, eh ben il fallait dire, écoutez, il fallait dire, en tout cas, notre position, c'est qu'on n'accepte pas ce qui se passe à Gaza. De votre part, les Israéliens ou le gouvernement israélien, eh bien, écoutez, oui, effectivement, vous étiez prévu, il y a eu ce qu'il y a eu, eh ben, on n'est pas d'accord, pas de stand israélien au salon du Bourget. Ça, au moins, c'est clair. On est d'accord, on n'est pas d'accord, c'est clair. Non. Là, ce qui est extraordinaire, quand même, et là, ça a atteint des sommets que même Molière et le Tartuffe n'auraient jamais rêvé, c'est qu'on dit, attention, vous aurez amené que des armes défensives, ça allait. Mais des armes offensives, ah, quelle horreur. Attendez, une arme, c'est une arme. Est-ce qu'une arme défensive ne peut pas devenir une arme défensive de par la manière dont on s'y prend et avec qui on se bat? Est-ce qu'une arme offensive ne peut pas devenir une arme défensive? Est-ce qu'un couteau est une arme offensive ou défensive? Est-ce que ça ne dépend pas de la manière dont on l'utilise? C'est ça qui est extraordinaire. Dites les choses, dites effectivement, on n'est pas d'accord. On n'est pas d'accord avec le gouvernement israélien. Ce qui se passe à Gaza est inacceptable pour nous. Eh ben, écoutez, vous ne serez pas au Salon du Bourget cette année. Non. Ah non, non, non. Encore une fois, armes défensives et offensives. Quand même, franchement, c'est se fiche du monde. C'est pas la peine. Dites les choses. Apprenez un tout petit peu ce qu'on appelle cette obscure clarté qui tombe des étoiles. Cher François Bayrou, vous qui êtes au centre depuis si longtemps, vous devriez savoir ça. Sud Radio Berkoff dans tous ses états. Ah, je dois dire vraiment, Trump il exagère. Non, il est, je sais pas s'il est toqué, s'il est gaga, je ne sais pas. Mais vous avez vu ce qu'il a fait à notre cher président ? Vous avez vu ce qu'il a fait? Eh ben, écoutez, il y avait le sommet du G7, comme vous le savez, hier au Canada, le grand sommet du G7, et on a vu que Donald Trump, il est parti. Il est parti après la photo. Il y a eu la photo, il est resté 1 heure, il est parti. Il est parti, il est rentré, on ne sait pas où il est rentré. Et Emmanuel Macron a déclaré au départ de Trump qu'il avait l'explication. Emmanuel Macron, notre président. Oui, il y a effectivement une proposition de rencontre et d'échange. Une proposition a été faite spécialement pour obtenir un cessez-le-feu entre Israël et l'Iran, et puis lancer ensuite des discussions plus larges. Voilà. Emmanuel Macron donc informé. En principe, Trump est parti pour discuter avec l'Iran et Israël d'un cessez-le-feu possible. Et voilà-t-il pas que dans son réseau Truth Social, la vérité sociale, voici ce qu'écrit Donald Trump. Texto, je lis texto les mots de Trump. Le président Emmanuel Macron de France, pour se faire de la publicité, a dit par erreur que j'avais quitté le sommet du G7 au Canada pour retourner à Washington pour travailler à un cessez-le-feu entre Israël et l'Iran. Faux! Il n'a aucune idée de la raison pour laquelle je suis maintenant en route pour Washington, mais cela n'a certainement rien à voir avec un cessez-le-feu. C'est beaucoup plus gros que ça. Volontairement ou pas, Emmanuel ne comprend jamais rien. Voilà ce qu'écrit Donald Trump. Emmanuel ne comprend jamais rien. Mais ça va pas, non? Ça va pas d'insulter aussi comme ça notre président? Mais vous prenez pour qui Donald Trump? Comment Emmanuel Macron ne comprend jamais rien? Comment on se permet d'insulter un chef de l'État comme ça? Je trouve ça mais scandaleux. Voilà ce qui se passe au G7. On ne peut pas tourner le dos qu'on commence à raconter n'importe quoi et s'insulter. Ah, on n'est pas sorti de l'auberge. C'est franchement, je sais pas si c'est le café du commerce d'un côté comme de l'autre, mais franchement, ce n'est pas très drôle. Mais arrêtez de dire simplement qu'Emmanuel Macron ne comprend rien. Donald Trump, Emmanuel Macron comprend tout. Et d'ailleurs, s'il y aura un cessez-le-feu entre Israël et l'Iran, ce sera grâce à nous. Ce sera grâce à notre diplomatie, à tous ces diplomates qu'on entend du matin au soir pérorer sur les ondes de télévision. Magnifique, ils ont tout compris. Voilà, écoutez, ainsi va le monde. Et à tout de suite. André Berkoff. How dare you?
How dare you, vous avez entendu le cri d'alarme de Greta Thunberg. Et oui, Greta Thunberg qui est passée sans transition des verts paradis, des amours enfantines et écologiques à la croisière, non, je suis méchant, c'est ce qui passe à la croisière en Méditerranée, sur Gaza, etc. Greta Thunberg, c'est intéressant, mais là, je vais vous dire, je suis dans tous mes états, parce que je sais pas ce qui va se passer, la police est dehors, je reçois un écolo-traître. Vous savez que les écolo-traîtres, quand même, moi j'aime pas, hein, ça m'embête. On m'a dit, mais comment tu reçois Bertrand Alliot Alors pourquoi je reçois Bertrand Alliot? Parce qu'il a écrit un livre qui est un très bon appel, je dirais, à une certaine raison sur ce qu'il y a eu sur l'écologie. Personne n'est contre l'environnement, personne n'est pour la pollution, personne n'est pour évidemment que la Terre soit plus propre et que les radiations soient moins fortes, etc., etc. Mais quand ça dérape, quand l'écologie devient religion, devient dogme, devient inquisition, qu'est-ce qui se passe? Voilà pourquoi l'écolo-traître Bertrand Alliot est convoqué et il va nous dire qu'on prend l'incroyable écologie. Alors, d'abord, Bertrand Alliot, je voudrais demander d'où vous parlez pour parler d'écologie. Ah, c'est une très bonne question. Merci de me recevoir d'abord. Écoutez, depuis l'enfance, je suis un passionné des oiseaux en particulier. Et donc de la nature. Donc je suis un naturaliste amateur. Et j'ai milité longtemps dans des associations de protection de la nature et de l'environnement, notamment la Ligue pour la protection des oiseaux. Pendant 15 ans, j'étais au conseil d'administration de cette grande association, la plus grande pour la protection de la nature en France. Oui. Et puis, progressivement, il y a quelques... Et dès que vous étiez très jeune, ça. Ah oui, très, à très 12 jeune, ans, oui. j'ai adhéré au centre ornithologique d'Auvergne. Je suis toujours auvergnat, mais voilà, je suis monté à Paris, comme beaucoup. Et donc, c'est pour ça que j'ai vraiment milité pour protéger notamment la biodiversité. Mais à un moment donné, j'ai un peu basculé parce que l'écologie était en train de, de déraisonner. C'est-à-dire qu'il y a un catastrophisme exacerbé aujourd'hui. On nous annonce la fin du monde sans arrêt. Et puis, vous l'aviez dit avec Greta Thunberg, l'écologie a tendance à se marier avec des causes qui n'ont rien à voir avec l'environnement, n'est-ce pas? Et donc, je pensais qu'il était temps d'avoir un autre discours que celui qu'on entend habituellement, parce qu'il y a tellement de raisons de se réjouir. Je crois qu'on n'en est pas au début de la fin du monde sur les questions écologiques. Peut-être qu'il y a d'autres raisons pour lesquelles un danger nous menace. Mais ce n'est pas, en tout cas, l'apocalypse, justement, l'apocalypse verte, comme on dirait, ou ce n'est pas cette apocalypse-là qui doit nous faire le plus peur. Mais justement, je voudrais rentrons dans le vif du sujet, Bertrand Alliot. Qu'est-ce qui fait qu'on est arrivé au point où, par exemple, je le rappelle et je le redis, la patronne de, je n'ai pas mis le sonore là, mais la patronne de Radio France a dit, attendez, nous on est ouvert à tout, on peut parler de tout, il n'y a aucun problème, le service public, surtout je rappelle payé par le contribuable français, mais enfin bon, sauf du réchauffement climatique. Il ne s'agit pas de mettre en question, mais même si, est-ce qu'on n'est pas là pour mettre en question les choses, enfin, en tout cas, non, on ne peut pas. Et quand je parle du réchauffement climatique, je parle du reste, je parle du CO2, comme si le CO2 était un poison violent, etc., etc. Qu'est-ce qui a fait, alors vous avez suivi ça, justement, qu'est-ce qui a fait que, partant de très bonnes intentions, mais on sait que l'enfer est pavé de bonnes intentions, qu'est-ce qui a fait que ça a muté comme ça? Et à votre avis, quand et comment ça a muté? Bon, en fait, alors, la mutation, l'écologie a toujours été la même. J'explique toujours ça. C'est que l'écologie, c'est quoi? C'est un mouvement qui estime, c'est ce que je raconte dans le livre, qui estime qu'il y a une crise existentielle de l'humanité. À partir du moment où vous avez fait un tel diagnostic, vous devez mettre en place des politiques de salut public. Ouais. Il y a une logique derrière tout ça. C'est-à-dire l'humanité est mourante, elle risque de disparaître. Ouais, ou la civilisation. La civilisation, etc. Donc il faut un comité de salut public, ou presque. Nous sommes dans une guerre, en fait. Vous savez qu'aujourd'hui, un conseil de guerre écologique, l'État français a créé ça. Donc, ça s'appelle le conseil de guerre écologique, non? Oui, c'est le même type que le conseil de guerre pour la vraie guerre. Ouais. Et donc ça, c'est assez fascinant. Donc ça veut dire qu'on a fait du sujet environnemental une question de vie ou de mort. Vous voyez? L'environnement, c'est quoi? C'est je m'occupe des pollutions, des risques, des nuisances. J'essaie de les corriger d'une certaine manière. Non. L'écologie, c'est comment
c'est le salut de la société. Comment je me sors de cette que la mort nous attend. Et donc ça, évidemment, avec un raisonnement comme ça, eh bien, vous mettez l'écologie ou le thème environnemental au-dessus de tout. Puisque sinon, on va... Vous voyez ce que je veux dire? C'est une question de vie ou de mort, comme on dit. Voilà. Et donc, quand vous disiez quand ça a changé, ce qui a changé, c'est pas l'écologie. Disons que c'est sa réussite incroyable, notamment au niveau des élites. Des élites politiques, des élites, genre, je dirais, de toute forme d'élite, aussi médiatique. Parce qu'aujourd'hui, l'écologie, ce diagnostic de crise existentielle, il est repris absolument par tout le monde. Et donc, c'est pour ça qu'il faut des politiques quand même assez radicales. Quand vous voyez qu'il faut atteindre la neutralité carbone en 2050... Oui. C'est absolument spectaculaire. D'ailleurs, on n'y arrivera pas. 25 ans, oui. Donc ça, il y a vraiment une forme de radicalité derrière ça. Vous avez vu aussi les moteurs thermiques, les aides à feu, enfin tout ça procède de la même chose. Et non mais la question que je peux la poser autrement, quand l'écologie ouverte s'est transformée en écologie punitive, c'est-à-dire si vous ne faites pas ça, voilà ce qui vous arrive. Donc on a commencé à édicter des lois, des normes, etc. Alors pour moi, l'écologie a toujours été punitive d'une certaine manière, parce que pour s'en sortir, il faut organiser une grande politique de sobriété. Mais le thème qui a véritablement, fait changer de statut l'écologie, c'est le thème du changement climatique. En fait, avant, il y a eu d'autres crises. Vous vous rappelez peut-être, André, il y avait la crise sur la couche d'ozone. Oui, absolument. Le fameux trou dans la couche d'ozone. C'était colossal comme crise. Je veux dire, on entendait parler matin, midi et soir. Vous voyez, il y a eu les pluies acides. Les pluies acides, absolument. Donc l'écologie a toujours développé des crises. Mais c'est avec les politiques climatiques, l'histoire climatique, qu'en fait, on a réussi que les écologistes ont réussi à faire monter la panique au niveau de la société entière, et notamment, encore une fois, des élites. Oui, alors justement, c'est intéressant, vous le racontez dans votre livre, comment ça s'est passé? C'est-à-dire, est-ce que ça a été quelque chose d'organisé? Je ne dis pas que c'est un complot, il ne faut pas rentrer dans les théories complotistes, mais qu'est-ce qui a fait qu'à un moment donné, est-ce qu'ils se sont dit, ces braves, alors, ceux qui prônaient cette écologie, attention, de salut public, et sinon c'est la fin du monde, qui prenaient ça et qui disaient attention, si on ne fait pas ça, on est fichu, on est mort. Je me rappelle d'ailleurs que, enfin, je veux dire, ça ne me rajeunit pas, mais en 1980 et autres, à la télévision, on entendait qu'en l'an 2000, c'est fichu, hein. Je veux dire, 20 ans après, moi je me rappelle très bien de speakers, ou ce qu'on les appelait à l'époque, journalistes, mais parlant à la télévision, en disant en 2000, on est mort. Parce que, voilà, la Terre va brûler, etc. Le Club de Rome aussi, qui avait dit... Le Club de Rome, croissance zéro et compagnie. Donc, il y avait la décroissance, il y avait le fait que, attention, le CO2, voilà. Et surtout, alors, qu'est-ce qui a fait que ça a gagné les gens? Est-ce que c'est politique, idéologique ou quoi? Qu'est-ce qui a fait que ça a gagné l'élite mondiale? C'est vraiment idéologique, évidemment. D'abord, il y a eu la création du GIEC. Ça a été une étape très importante, où en fait, on a mis le sceau de la science sur le diagnostic de crise. Avant le diagnostic de crise, on le critiquait, etc. Enfin, vous voyez ce que je veux dire? Ou alors on le réglait d'ailleurs, parce qu'avec des solutions simples, on arrivait à régler le problème. Mais aujourd'hui, on a un GIEC, si vous voulez, qui disent la crise n'est pas discutable puisqu'elle est d'une certaine manière scientifique. C'est ce que dit Radio France. Radio France dit non seulement on ne peut pas parler vraiment du changement climatique, mais surtout il dit on ne peut pas remettre en cause le fait qu'il y ait une crise climatique. Or, on pourrait dire il y a un changement climatique sans pour autant penser qu'il y a une crise climatique. Vous voyez ce que je veux dire? Eh ben non. Donc on est tombé dans des formes effectivement de religion. Mais au début, je vous ai dit que l'écologie, c'était faire de l'environnement une question de vie ou de mort, et donc poser la question du salut. D'accord. À partir du moment où on pose cette question-là, où on est dans cette dynamique, on rentre forcément dans un phénomène religieux. Parce que qu'est-ce qui pose la question du salut? C'est la religion, finalement. Bien sûr, ou l'idéologie qui est une forme, qui a des aspects religieux, si vous voulez. Le marxisme n'étant qu'une adaptation laïque du messianisme, évidemment. Enfin, l'autre messianisme, mais beaucoup d'autres aussi. C'est-à-dire, au fond, c'est la fin du monde, c'est attention, pour éviter la fin du monde, il faudra faire ça, et ça, et ça, et ça. Oui, et en fait, ce que j'essaie d'expliquer dans le bouquin, c'est que ce diagnostic de crise, il sert essentiellement, c'est pour ça qu'il est sacralisé, c'est qu'il sert à développer ensuite un discours sur les êtres humains, sur la fin du monde, etc. Un discours eschatologique. Et en fait, pour que ces discours eschatologiques de fin du monde et de rédemption, etc., existent, il faut qu'il y ait un diagnostic de crise.
Vous voyez ce que je veux dire? Pour avoir Jésus, il a fallu Judas. Vous voyez ce que je veux dire? Le mal crée finalement une aventure vers le bien. Vous voyez ce que je veux dire? Et donc il faut le mal, il faut montrer le mal, il faut le positionner. Voilà, et là c'est la crise. Le mal, c'est finalement cette crise écologique qui est devenue indiscutable. Pourquoi elle est devenue indiscutable? Pourquoi elle est un dogme? Parce qu'elle protège le discours sur le salut. Donc c'est là où on est dans la religion, et on se rend compte qu'on est dans la religion parce qu'on ne peut plus en parler, en fait. Vous savez que je me suis fait virer de mon... J'étais passé ici à Sud Radio pour en parler, de mon poste à l'université pour mauvaise pensée écologique, alors que j'avais un poste de direction. Vous faisiez quoi, si c'est pas... Oui, alors j'étais directeur de la valorisation de la recherche. On m'a promu dans un nouveau poste sur... le développement de la recherche, mais c'était un poste uniquement administratif. Je n'avais aucun... vous voyez ce que je veux dire. J'étais un exécutant, quoi. Et on vous a viré. Et on m'a démis de mes fonctions. Pourquoi? Parce que je développais en dehors de mon activité professionnelle des idées sur justement cette critique de la crise, vous voyez. Et donc voilà ce qui m'est arrivé. Il y a eu d'autres exemples sur d'autres sujets, mais l'écologie est un sujet vraiment très très, notamment à l'université française, qui est en train de se transformer, comment dire, en église, et pas seulement là-dessus. On a vu avec le woke, on a vu beaucoup de choses. Voilà, c'est ça. Entre autres. C'est ça. Alors justement, on va parler de votre livre, parce que vous inventoriez un certain nombre d'exemples. Je voudrais qu'on revienne sur ces exemples, montrer un peu comment s'est fait cette mutation et comment on peut aussi la combattre, parce qu'il y a des retours de balancier, et heureusement qui se font. On en parle tout de suite après cette petite pause. À tout de suite. Sud Radio. Sud Radio. Parlons vrai. Parlons vrai. Sud Radio. Parlons vrai. Sud Radio Berkoff dans tous ses états, midi 14h. André Berkoff. Oui, un écolo traître est dans le mur. Il fait paraître un livre aux éditions Salvator, et un livre que je vous recommande, parce que ça met quand même un certain nombre de choses, ça contextualise un certain nombre de choses à l'endroit. Il y a tellement de choses à l'envers en ce moment que Bertrand Alliot, comprendre l'incroyable écologie. Incroyable vraiment, ou encore une fois, je voudrais qu'on inventorie un peu les exemples parus dans votre livre, Bertrand Alliot. Par exemple, cette espèce de mutation, vous vous rappelez à un moment donné, quand on a choisi de se dire, non, maintenant, il faut comprendre que si on fait pas ça, c'est la fin du monde. Il n'y a pas une date. Alors, vous avez parlé du GIEC. Le GIEC, c'est dans les années 80, je crois. 80, à peu près. Mais avant ça, il y avait déjà le Club d'Orme avec... Il y a la décroissance, etc. Il y a plein de mouvements écologiques. Voilà, il y a plein de mouvements qui sont parus en même temps, presque millénaristes d'ailleurs à l'époque. Et aujourd'hui, comment ça a passé, justement, vous en parlez, dans l'élite, qu'elle soit politique, qu'elle soit même scientifique, enfin un certain nombre de scientifiques, alors beaucoup contestent cela, mais un certain nombre ont embrassé la religion de façon très très enthousiaste. Racontez-nous. Oui, tout à fait. Il y a plein de... Si vous voulez, le problème, c'est qu'il y a une chape de plomb, comme dans un phénomène idéologique ou religieux, donc c'est très difficile de critiquer le fait qu'il y ait une crise. Encore une fois, on peut avoir un changement climatique, mais c'est pas pour ça qu'il y a la fin du monde et qu'il faut complètement aller vers des politiques de décroissance. Il faut un peu se calmer, quoi. C'est ce qu'on dit toujours. Après, il y a un certain nombre de scientifiques, mais vous savez, comment sont financées aujourd'hui la science. Il y a énormément de fonds qui vont toujours dans le même sens. C'est-à-dire qu'il faut faire partie aussi si vous voulez avoir des crédits de recherche, il faut embrasser cette thématique-là, sinon vous n'en avez pas. Donc vous sélectionnez toujours des gens qui sont toujours dans cette forme de panique. Et les crédits de recherche sont tous ou presque orientés vers ça. Franchement, il y a beaucoup de crédits de recherche qui sont aujourd'hui consacrés à la question de la décarbonation. C'est colossal. Et vous avez aussi un enthousiasme dans la société, chez les jeunes, il faut reconnaître. Vous avez le Shift Project de Jean-Marc Jancovici, qui vient de faire une levée de fonds absolument spectaculaire, une des meilleures qui a jamais existé. 3 millions d'euros ils ont récolté pour influencer l'élection présidentielle dans le sens de la crise écologique et dans le sens de la prochaine élection présidentielle. Dire. Et ils vont mettre en place des politiques, en tout cas, ils veulent qu'il y ait des politiques de décroissance de l'économie mises en œuvre, quoi. Donc c'est un projet qui a énormément de succès. Et puis, ce qu'il faut dire aussi, c'est que tout à l'heure on a parlé des crises qui existaient dont on parle plus. Couche d'ozone. Aujourd'hui, c'est le climat. Mais de plus en plus, c'est quand même critiqué. Et le fait est que ça marche de moins en moins, je trouve en tout cas.
Et il y a ce qu'on appelle des crises de remplacement, dont je parle dans le livre aussi. C'est des crises de remplacement. La crise climatique est une crise qui a remplacé celle qui existait auparavant. Et aujourd'hui, vous avez la crise de la biodiversité qui arrive en force. Et très très souvent, par exemple, vous avez reçu Benoît Ritaud sur cette antenne, de plus en plus dans les conférences, à la fin, il est tout de suite interrogé sur « Ah oui, de la climat, d'accord, bon, c'est peut-être pas très grave, mais il y a quand même cette question de la biodiversité. » Et il y a d'autres, il y a par exemple Didier Raoult qui dit un peu ça, c'est le climat, il n'y a pas de problème, mais la biodiversité, oui, vous avez Gaspard Koenig aussi, Olivier Hamon. Vous voyez, vous avez tout un tas de personnalités comme ça. Il y a quand même des problèmes qui existent aussi, on va pas les nier. Oui, mais après, c'est comment je fais, comment je transforme des problèmes éventuellement existants en une crise existentielle qui nous demande, encore une fois, des politiques de salut public radicales, quoi. C'est ça la question qu'il faut se poser. Et sur la biodiversité, il y a il y a énormément de bonnes nouvelles. Qu'on oublie totalement, quoi. La bonne santé des espèces de rapaces qui n'existaient beaucoup, qui étaient très très faibles. Les oiseaux d'eau, tout est en train de disparaître. Les oiseaux d'eau, les ongulés sauvages, les sangliers, mais il n'y a pas que, les cerfs, les chevreuils, etc. Il y a un foisonnement assez incroyable sur certaines espèces, et d'ailleurs beaucoup d'espèces qui sont en haut de la chaîne alimentaire. Donc on a appris à l'école que quand c'était en haut de la chaîne alimentaire, c'est que si la chaîne alimentaire fonctionne d'une certaine manière, c'est qu'ils ont à manger, vous voyez. Donc le castor, la loutre d'Europe, qui revient absolument partout dans les rivières, et les dauphins, par exemple, on est en train d'interdire certaines choses sur la pêche. Pourquoi pas d'ailleurs, parce qu'il faut améliorer toujours pour protéger l'environnement. Mais les dauphins sont de plus en plus visibles par les gens sur la côte. On voit de plus en plus de dauphins. Pourquoi? Ben oui, ils ont à manger, André. Vous voyez ce que je veux dire? Donc, elle est où la crise? À un moment donné, il faut... D'accord, on peut protéger des espèces, on peut mettre en place des choses, mais vous savez, les dispositions sur la biodiversité, avec ce qu'on appelle la restauration de la nature, c'est une loi européenne qui va être mise en place dans les mois qui viennent, ça peut paralyser le territoire. Alors moi, je dis, si vous voulez, que... C'est-à-dire comment ça peut paralyser le oui, territoire? parce que vous avez... Le climat, c'est quoi? C'est la décroissance dans le temps. Puisqu'en 2050, il faut une décarbonation de l'économie. Et les histoires de protection de la biodiversité, c'est une décroissance dans l'espace. Donc c'est l'espace-temps de la décroissance. Pourquoi une décroissance dans l'espace? C'est parce que vous avez plein d'espèces dites des espèces protégées. Et donc dès que vous voulez implanter un bâtiment agricole, une usine, une route, on l'a vu avec la 69, vous allez forcément bousculer des espèces protégées. Une mésange bleue, c'est une espèce protégée. Vous voyez ce que je veux dire? Et donc, il y a une forme de paralysie du territoire qui est en train de se former. Tout le monde vous le dira sur le territoire. C'est de plus en plus difficile de faire émerger des projets. Même des projets, c'est ça qui est fascinant. C'est comme les crises se multiplient et se succèdent, vous avez il est de plus en plus difficile de mettre en place des éoliennes ou des panneaux solaires. Les panneaux solaires ou les éoliennes, c'est censé nous protéger de la crise du climat, mais à cause de la crise de la biodiversité qui est en train de remplacer la précédente, on ne peut plus utiliser les solutions pour la crise climatique. Donc on ne peut plus rien faire si ce n'est décroître et revenir à la lampe à pétrole. C'est la seule solution. Surtout qu'on a vu l'extraordinaire, moi je dis arnaque des éoliennes. Enfin, on a vu les intermittents du spectacle éoliennes et panneaux solaires. Enfin, franchement, on a beaucoup reçu de monde là-dessus. On va continuer à en parler avec Bertrand Alliot. Effectivement, oui, il faut sauvegarder, il faut dépolluer tout ce qu'on a à dépolluer, les plastiques dans les océans, etc., etc. Mais où on fait et effectivement, qu'est-ce qui fait que ça ne devient pas une espèce de mystique au fond, sur un fond d'hypocrisie. On va parler aussi de l'hypocrisie internationale parce que aux impasses, ça joue un rôle. À tout de suite après cette petite pause. Et je rappelle que si vous voulez intervenir, 0826 300 300 pour poser des questions à Bertrand Alliot et essayer de comprendre cette incroyable écologie. Radio Berkoff dans tous ses états, midi 14h. André Berkoff. Si vous voulez comprendre l'incroyable écologie, lisez le livre de Bertrand Alliot qui vient de paraître aux éditions Salvatore et puis appelez-nous, 0826 300 300. Parce que le problème et le paradoxe, c'est que si vous présentez, il ne s'agit pas d'être contre l'écologie ou contre l'environnement, ce qui est une stupidité, mais il ne s'agit pas de croire aveuglément à un certain nombre de faux dogmes qui sont donnés depuis des décennies à des gens qui disent si vous ne vous comportez pas comme ça, eh bien, vous êtes mort, vous serez à l'enfer. C'est toujours l'enfer. Mais moi, ce qui me fascine aussi, quand même, ça fait partie de la chose, Bertrand Alliot, c'est que pendant qu'on dit ça, c'est l'Europe qui dit ça. C'est l'Europe, le Canada, enfin l'Europe. Disons l'Europe, un peu les États-Unis, etc., l'Occident.
Pendant ce temps-là, mais même l'Occident, non, parce que les États-Unis, c'est allez, gaz de schiste tant qu'on veut, l'Inde, la Russie, la Chine, qui à eux deux font 67% du gaz à effet de serre, de la pollution, etc. Personne leur dit rien. Je veux dire, oui, alors là, c'est terrible. Mais comme on ne peut rien leur dire, parce qu'ils disent vous êtes bien gentils, vous avez votre frigo et tout ça, donc vous êtes contents, mais nous on veut arriver au développement total comme vous. Donc est-ce qu'il n'y a pas sur fond de tout ça cette hypocrisie tartufienne, quoi? Oui, mais alors normalement ça devrait sauter aux yeux, quoi. On se dit comment nos dirigeants devraient le voir, ça c'est extrêmement fascinant. C'est pour ça qu'on peut que conclure c'est un phénomène idéologique ou religieux. Enfin, le communisme a mis longtemps. Là aussi, il avait agrippé les élites. Vous voyez ce que je veux dire? C'était au niveau de l'État. Et donc, on se sortait pas de cette situation. Mais vous avez raison, l'Europe est une des seules régions du monde, notre petite péninsule européenne, a diminué, avoir des résultats d'ailleurs nullissimes sur le CO2, parce que c'est vraiment des baisses très faibles, qui n'ont absolument aucun impact. Donc, on dépense des milliards d'euros. Ça se compte en centaines de milliards. Alors qu'on a besoin de 40 milliards pour les hôpitaux et ailleurs, et les SDF, entre ça autres. n'a aucune espèce d'incidence. Donc, l'Europe a décidé de faire l'ermite. L'ermite, c'est celui qui va rejoindre sa cabane au fond des bois, d'accord? Mais quand il rejoint sa cabane, André, le reste du monde continue à fonctionner. Les bistrots sont toujours ouverts, n'est-ce pas? Les restaurants fonctionnent à plein régime. On rigole, on se marre, on essaye de vivre. Et c'est ce que fait le monde, en fait. Non, l'Europe a rejoint son ermitage. Mais du coup, elle n'aura aucun impact, puisque le reste du monde fonctionne. Vous voyez ce que je veux dire? Et qu'on n'est pas dans on n'est pas dans une planète européenne qui est comme la planète Mars, qui est à des millions de kilomètres. On est là, on est sur Terre. Absolument. Donc, c'est comme je dis dans le bouquin, l'Europe mène une drôle de guerre avec de drôles de politiques, quoi. C'est exactement ce qu'elle est en train de faire. Donc ça ne mènera jamais nulle part. Et en fait, il y a une révolte qui est en train de se produire. En fait, il faudrait revenir à l'environnement. Vous savez, le premier ministère de l'environnement, il s'appelait justement le ministère de la Nature et de l'Environnement, plus précisément. C'était Robert Poujade. Robert Poujade, ah oui, dis donc. Ça date, ça, ouais. Et donc... Et en même temps, on est passé au mystère de l'écologie. Et je pense qu'en fait, il faut revenir à la notion d'environnement. Et l'environnement, c'est encore une fois, je le répète parce que c'est pédagogique, c'est lutter contre les pollutions, les nuisances et les risques. Donc, c'est pas mettre les questions d'environnement en priorité, c'est corriger les effets pervers du développement, parce qu'il y en a toujours, hein, évidemment. Il faut diminuer, il faut atteindre ce qu'on appelle l'optimum de pollution, en fait. Voilà. Même mentale. Voilà. Je crois, Maud, nous avons... Oui, on accueille Sandrine qui nous appelle d'Évian. Oui, bonjour Sandrine. Bonjour. Alors, moi j'ai travaillé sur ce sujet dans les années 86. Excusez-moi, je vous entends, j'ai un retour, c'est difficile. Donc j'ai travaillé sur le sujet dans les années 90 et j'ai eu une prise de conscience par rapport à la compréhension générale, qui est que pour certains, la limite n'est pas la même que pour d'autres. Et par exemple, il y a certaines personnes qui vont vous dire on peut pas être à plus que 5 milliards d'individus, d'autres qui vont vous dire 20 milliards, etc. Mais on a tous une limite. Parce que si on dit on peut pas être 100 milliards de millions d'individus sur la Terre, bon bah là on est d'accord que c'est pas possible. Donc en fait l'intérêt ce serait aujourd'hui peut-être pour se comprendre, de se dire bon on va chercher à savoir quelles sont les limites de chacun. Est-ce qu'on veut être un certain nombre d'individus qui vivent avec la façon de vivre à l'européenne ou plus nombreux à vivre autrement, etc. Mais quelles sont nos limites? Qu'est-ce qu'on accepte ou pas? Mais on a tous une limite et c'était ça vraiment qui n'existait pas dans les années 90 où on n'avait pas cette notion-là de on n'a qu'une seule planète. Mais à partir de là, on peut tout faire. Mais il faut juste réussir à discuter ensemble. Oui, on peut tout faire, mais malheureusement, quand vous dites on est 6 milliards d'individus, je me demande s'il n'y a pas 6 milliards d'opinions différentes, et c'est tout le problème Bertrand Liot. Oui, alors non, c'est intéressant la notion de limite, parce qu'effectivement, tout repose sur la question de limite. Ben oui, on dit, parce que jusqu'à quand on peut... Voilà, c'est ça. Mais une limite est réelle quand elle s'impose à nous. Tant qu'on peut se développer, tant qu'on a de l'énergie à dépenser, etc., je veux dire, elle est où la limite? Donc en fait, l'écologie, parce qu'elle pense qu'il y a cette crise-là, elle finalement, puisque les limites n'arrivent pas à s'imposer à nous, elle invente des limites administratives.
Vous voyez ce que je veux dire? Par exemple, les ZFE, typiquement, ou les limites. Les ZFE, là, les zones à faible émission. Les normes, réglementations, c'est toujours fixer des limites, mais toujours un peu arbitraires sur certains sujets, comme les 2,5 degrés à pas dépasser, etc. Et donc, et puis sur la population mondiale, le Club de Rome, vous savez, qui pensait qu'il y aurait une grosse catastrophe dans les années 70. Il y avait on était quoi, 3,8 millions d'habitants, je le dis dans le bouquin. Milliards d'habitants. Ouais. Et aujourd'hui, on est, je crois, plus de 8 milliards. Ouais. Et il ne s'est rien passé de dramatique. Vous voyez ce que je veux dire? Donc, et c'est d'ailleurs assez fascinant, rétrospectivement. On pouvait s'inquiéter, je suis d'accord, mais quand on regarde un peu ce qui s'est passé, l'augmentation de la population s'est fait tranquillement. Alors évidemment, on a bouleversé un peu les paysages. Il y a eu plus de pollution et de nuisances qu'il faut corriger. Mais plus vous avez un pays riche, plus vous corrigez les nuisances et les pollutions. Oui, c'est ça. Alors ça, on va en parler d'ailleurs, parce que n'oubliez pas qu'une autre des croyances les plus fortes, c'est que c'est l'homme qui pollue, bien sûr. Oui, mais c'est l'homme aussi qui dépollue. Oui, c'est ça. Mais on ne parle que de l'homme qui pollue. Oui. On ne parle pas de l'homme qui dépollue. Nous avons, je crois... On donne la parole à Philippe, qui appelle de Caen. Oui, bonjour Philippe. Bonjour André, bonjour Monsieur Alliot. Bonjour. J'ai deux questions et puis un petit clin d'œil tout à l'heure. Oui. D'après vous, vivre et défendre une écologie est-elle encore envisageable à l'époque de René Dumont? Ça, c'est une première question. Alors, je mets écologie-économique. Hein, c'est intéressant. Et par contre, quelque chose d'assez précis, Monsieur Alliot. Existe-t-il vraiment une antenne secrète allemande au sein du ministère de l'écologie pour le lobbying éolien? Et là, il faut vraiment trancher, vous devez le savoir. Alors, nous sommes entre nous. Oui, non, mais attendez, je vais juste répondre à je ne sais pas si Bertrand Alliot sait, mais ça, c'est quelque chose qui a été enquêté, affirmé par Fabien Bouglet, que nous avons reçu à plusieurs reprises, et qui a affirmé, et je peux dire qu'il n'a pas été démenti, ni qu'on l'a poursuivi, qu'il y avait une antenne, effectivement, disons, du gouvernement allemand, effectivement, au sein du ministère de la Transition écologique française, au niveau de, vous savez, il y a eu l'offensive antinucléaire à un moment donné, et puisque l'Allemagne a décidé, comme vous le savez, de ne plus avoir une seule centrale nucléaire, il fallait que la France prenne cette option. En tout cas, la question que vous posez, en tout cas Fabien Bouglet, qui a enquêté, a répondu par positif. Maintenant, si vous voulez ajouter... Oui, non, j'ai rien à dire sur ce sujet-là. Par contre, je voudrais rebondir sur René Dumont. C'est un exemple intéressant, un peu comme le Club de Rome. Hein. Ouais. Pour ceux qui ne savent pas, il s'était présenté le premier candidat écologiste à la présidentielle en 1974. Tout à fait, le premier, absolument. On peut voir sa vidéo. Ça fait 50 ans, mais non, sur pas plus de Internet, 50 ans. Il avait ce verre d'eau, comme ça. Ouais. Et il disait, voyez, avant la fin du siècle, on manquera d'eau, a-t-il dit. Avant la fin en 74. Siècle. Vous pouvez regarder cette vidéo fameuse. Eh bien, c'est comme le Club de Rome. Il avait le verre d'eau et il disait on n'aura plus d'eau. Il finit son truc en buvant le verre d'eau qui manquera avant la fin du siècle. Alors, c'était le 20e siècle, bien sûr. Oui, bien sûr. L'eau, je voudrais dire à René Dumont et à tous les écologistes, l'eau n'a pas manqué. D'accord. Donc René Dumont, c'est un scoop, ça. Eh oui, René Dumont s'est trompé, de même que beaucoup finalement de gens qui annonçaient l'apocalypse. Al Gore aussi, en recevant son prix Nobel, a dit en 2014 probablement qu'il n'y aura plus de banquise au pôle Nord. Eh bien, il y en a aujourd'hui 8 millions de kilomètres carrés, ce qui fait 8 fois la surface de la France. Ah là là, vous désespérez, Bertrand Alliot, quoi. Ah ouais, le réel frappe à la porte et vous le laissez rentrer. Je suis un rassuriste. Un rassuriste, absolument. On n'a personne d'autre. D'accord, non, je voulais savoir parce que... alors justement, je voudrais qu'on continue à parler de ça, Bertrand Alliot, par rapport à, effectivement, ce qui est en train de se passer. On parlait du balancier qui bouge, quand même. Oui. Il y a un retour de balancier. Et comment vous le définissez? Comment on peut l'appréhender? Et concrètement, peut-être preuve, quel témoignage vous avez de retrouver peut-être de la volonté de retrouver un certain équilibre? Effectivement, je finis mon livre sur une partie qui s'appelle l'affaiblissement de l'écologie et finalement ce que je pense qu'il y aura un retour à l'environnement. En fait, si vous voulez, l'affaiblissement, l'écologie, c'est de mettre on met en scène une crise, d'accord ? Mais cette crise est spéculative, on ne la voit pas arriver, vous voyez, donc on ne s'adapte pas d'une certaine manière, c'est très difficile d'avoir des politiques, on veut des politiques de décroissance, on n'arrive pas vraiment à les mettre en place, donc on a des trucs de décroissance molle. C'est un peu bizarre cette situation. Oui. Et donc, par contre, qu'est-ce qui va mettre fin à ce délire ou ces exagérations écologiques ? Ce sont les vraies crises qui arrivent.
précisément. Des crises, pour le coup, où il va falloir qu'on s'adapte. Donc ça va être pris. La crise financière, évidemment. Par exemple, l'appauvrissement des Français, qui ont de plus en plus de difficultés dans leur quotidien. Et donc, quand ils voient arriver les normes, alors ça, je parle pour les agriculteurs, pour l'industrie, parce que tout le monde dépend de l'activité économique, bien sûr. Donc cet appauvrissement, comme on est dans des carcans normatifs, il va falloir qu'on les fasse exploser. Vous voyez, les ZFE, il y a eu un excellent travail des députés qui va être déconstruit par les députés de macronistes. C'est incroyable ce qui se passe. Ils vont refuser toute la loi parce que la loi permettait aux ZFE, enfin, on supprimait les ZFE, comme ils ne sont pas d'accord avec la suppression des ZFE, ils vont refuser. Alors que cette politique est une horreur, est un scandale incroyable. Enfin, on rejette les pauvres, les gueux, comme disent certaines, des centres-villes, quoi. C'est absolument scandaleux. Et donc c'est pareil. Pour les agriculteurs, il y a des normes de façon incroyable. Maintenant, dès que vous avez un castor qui se porte très bien, et j'annonce que dans quelques années, il y aura une régulation du castor tellement il va poser de problèmes. Ouais. Donc, vous voyez ce que je veux dire. La 69, c'est pareil. L'autoroute 69. Les pouvoirs publics ont décidé. Il y avait, j'ai l'impression quand même un consensus local. Eh bien, on détruit, etc. Donc, vous avez le retour, si vous voulez, la crise financière, la ruine de l'État, qui va nous obliger à nous adapter à une crise réelle, celle-là. Et on pourra ajouter le contexte international de guerre, bien sûr. Parce que, vous savez, c'est peut-être pas fini ce qu'on est en train de vivre, et on peut vivre des événements qui sont pas forcément plaisants. Beaucoup plus forts, bien sûr. Et donc l'investissement qu'on met, les milliards d'euros qu'on met sur un sujet qu'on ne réglera jamais, la quantité de CO2 dans l'atmosphère, enfin franchement, si vous croyez qu'avec vos petits gras musclés, vous allez régler ce problème-là, eh bien ces milliards-là, il faut absolument qu'on les mette sur d'autres sujets qui va pouvoir faire en sorte d'améliorer notre quotidien, quoi. Non, mais c'est ça, Bertrand Alliot, qui est incroyable. On met des centaines de milliards sur quelque chose dont on sait, dont ils savent. Et c'est là où vraiment il y a un problème psychique, où je ne sais pas quel problème il y a développé, à part les problèmes des conflits d'intérêts. Ça, évidemment, ça existe. Alors qu'ils savent qu'ils ne le régleront pas, puisque les 3/4 de l'humanité ne sont pas du tout dans cette démarche-là, religieuse, en tout cas circonstancielle, ils ont autre chose à faire. Et c'est quand même je dirais pas un suicide collectif, mais on peut se poser la question. Ouais, et donc mon sentiment, c'est que ça va craquer, quoi. Et on est en train, qu'est-ce qu'on est en train de vivre en Europe et en France en particulier? C'est un basculement, on le voit bien. Hein. On voit bien les trois partis de l'Assemblée nationale. Vous voyez bien qu'il y a un changement. Aujourd'hui, tous les partis de droite sont quand même sur une position assez dure sur le pacte vert, qui est vraiment l'instrument de la décroissance en Europe. Le Parlement européen est en train de changer quelque part. Vous voyez ce que je veux dire? Donc ça tire de tous les côtés, et je pense que le basculement va arriver. Et je pense qu'on reviendra finalement à des politiques plus raisonnables de l'environnement, et on reverra apparaître les mots qui ont disparu. Parce que ce mot environnement a totalement disparu au profit de l'écologie. C'est le ministère de l'écologie aujourd'hui, vous savez. Oui, bien sûr. C'est pas le ministère de l'environnement. Eh bien, moi, je promeus ce ministère de l'environnement qui sera beaucoup plus raisonnable. Mais Europe Écologie Les Verts vont encore vous hégémonie. Vous voulez pas mettre en Europe Environnement Les Verts, quand même. Oui, ça c'est. Non, mais eux resteront des écologistes. Mais je pense que l'écologie va continuer d'exister, mais sera dans des petits cercles finalement. Un peu, vous savez, comme quand vous avez des phénomènes religieux très très forts. Eh bien, après, vous avez des orthodoxes ou des ce seront les mormons de l'écologie, de l'environnement. Oui, c'est ça. Vous avez des survivalistes. C'est pas d'ailleurs inintéressant comme démarche. Bien sûr. Mais au moins, les survivalistes, c'est ce que j'appelle dans le livre. Il y a le salut public dont j'ai parlé, et il y a le salut privé. Et les survivalistes, ils organisent leur salut privé. Oui. Mais alors, l'avantage avec eux, c'est qu'ils emmerdent pas le monde, quoi. Hein, vous avez vu d'ailleurs, c'était Yves Rocher, je crois. Yves Cochet. Yves Cochet. Yves Cochet qui s'était réfugié. Il est cité dans le livre. Et alors, il m'avait dit à la terrasse d'un café, parce que je l'avais invité il y a une quinzaine d'années à faire à l'université une intervention. Il m'avait dit, mais vous savez, il y aura pas de Jeux Olympiques en 2012 à Londres, à cause des problèmes de pétrole, etc. Il m'a dit, j'ai même parié des caisses de champagne sur ce sujet-là. Vous voyez, donc on a dit le Club de Rome, on a dit René Dumont, et on a dit Yves Cochet. Ça fait 3 exemples. Et on a dit aussi Al Gore. Vous voyez, c'est cette annonce, ça s'annonce toujours, mais il faut un peu arrêter de se... Vous voyez, c'est incroyable. Et en fait, ce qui est extraordinaire, c'est qu'ils ont dit ça, qui a été... Enfin, les faits leur ont donné raison, évidemment, enfin... On peut rigoler là-dessus, mais je veux dire, mais ils n'ont pas été... D'abord, ils n'ont aucune autocritique. De même, ça n'en parlons pas, mais même les autres
Rien. Oui, Je veux dire, pas un mot, pas une contre-offensive en disant arrêtez le délire, quoi. Oui, sur le nucléaire aussi, par exemple, c'est assez spectaculaire. Hein, les Verts, mais aussi le gouvernement. Monsieur Macron qui a dit qu'il n'avait pas de leçon de recevoir d'écologie récemment. Bien sûr. Oui. Bon, il avait dit quand même il n'y a pas très longtemps, on va diminuer à 50%. On ne sait pas pourquoi, parce qu'il y a une domination culturelle de l'Allemagne à un moment donné, où je ne sais pas comment il faudrait dire, mais l'Europe était dominée finalement par les Allemands. Et là, c'est peut-être en train justement de se modifier. Mais voilà pourquoi, à mon avis, l'écologie va perdre en puissance, parce qu'aussi, on en a marre de ce discours apocalyptique. Les discours, si vous voulez, les histoires nous fatiguent à un moment donné. Heureusement. Donc on a besoin de passer à autre chose. Heureusement que la réalité un peu montre le bout de son nez, qu'à un moment donné, on peut pas l'éviter, quoi. Voilà. C'est vraiment ça. Vous savez, c'est le narratif et le réel. Et sans ça, et le narratif... écologique, punitive, apocalyptique et messianique a vraiment régné pendant 30 ans, hein, on peut se dire 40 ans, et là ça bouge. C'est en train de bouger. On va continuer d'en parler, 0826 300 300 après cette petite pause. Sud Radio, c'est vous qui donnez le ton. Sud Radio Bercoff dans tous ses états, midi 14h. André Bercoff. On est en ligne avec Marc qui nous appelle de Paris. Bonjour Marc. Oui, bonjour Monsieur Bercoff. Bonjour votre invité. Vous êtes vraiment, votre présence est indispensable, Monsieur Bercoff. Merci. Voilà, justement, à propos des éoliennes, les centrales, les deux usines de Fessenheim, fermées par Monsieur Hollande, produisaient, paraît-il, autant d'électricité que toutes les éoliennes. Bon, voilà, c'est un petit détail. Bon, la question, une des questions, il y en a tellement. À M. Alliot, voilà. Premièrement, beaucoup disent que le nombre de forêts, la forestation dans le monde diminue. Alors, est-ce que c'est vrai? Et deuxième question, Madame Agnès Vannier-Molinier, qui est une financière indépendante, très spécialiste, a estimé qu'on pourrait en France exploiter le gaz de schiste. Voilà mes deux questions. Ah oui. Intéressant. Alors, Bertrand Alliot, première chose, effectivement, parce que on pourrait dire aussi, c'est vrai que il y a des problèmes en Amazonie. Ils ont déforesté à mort en Amazonie. Je dis pas que c'est fini, mais enfin, il y a eu quand même, il faut le dire aussi, qu'il y a eu je dirais que l'homme n'a pas toujours été de bons conseils et de bons allois sur la terre. Et il y a eu beaucoup de choses assez, je dirais pas dégueulasses, mais peut-être pas très bien, mais effectivement, déforestation, donc est-ce qu'il y a une diminution ou pas? Alors, dans le monde, effectivement, il y a une déforestation, notamment dans certaines zones tropicales notamment, mais parce qu'aussi il y a une augmentation de la population dans ces zones-là, et donc ils ont besoin de vivre, ils ont besoin de mettre en culture certains terrains, ce que nous, on a fait en Europe. Je vous signale que nous, c'est ce qu'on a fait, on a transformé certaines forêts en bocage. Le bocage est devenu quelque chose d'incroyable pour les écologistes, ou pour les environnementalistes, un truc vraiment à protéger. Mais comme dit Christian Lévesque, qui est un ami, le bocage, c'est une forêt dégradée. Et donc, vous voyez, encore une fois, c'est d'accord, mais est-ce que c'est pour autant la fin du monde, ou est-ce que c'est un problème existentiel qui va nous créer énormément de problèmes? Et qu'on aura à résoudre. Et voilà, comme par contre, il faut rappeler qu'en Europe, qui est quand même un pays développé, on peut estimer que des pays en voie de développement vont finir par nous ressembler au niveau de l'organisation du paysage, etc. Eh bien, vous avez une augmentation de la forêt assez significative en Europe. En Chine, ça commence aussi à revenir, etc. L'augmentation des territoires forêts. Très net en Europe. Alors, par exemple, il y a un truc que vous pouvez faire, une expérience très très simple. Vous regardez les photos en noir et blanc de votre coin. C'est toujours spectaculaire. Vous voyez la photo en noir et blanc, il y a beaucoup moins de végétation que sur la photo récente. Ah bon? Mais oui, parce qu'avant, il y avait beaucoup plus d'agriculture, d'animaux notamment qui broutaient, etc. Ah le territoire était beaucoup plus... Aujourd'hui, il y a une déprise agricole très très forte en Europe. Et donc la forêt regagne du terrain, c'est ça? Beaucoup, et d'ailleurs ça change certaines espèces. Par exemple, l'hirondelle n'est pas une espèce de forêt, donc forcément ça va les faire diminuer aussi. Comme spécialiste des oiseaux. Absolument. Oui, alors la seconde... C'est sur le gaz de schiste. Sur le gaz de schiste. Effectivement, la première question du gaz de schiste, c'est pas faut-il ou pas... La première question à se poser, c'est est-ce que nous en avons besoin? Première question. Alors attendez, moi je peux vous répondre tout simplement. Nous importons aujourd'hui du gaz de schiste des États-Unis. Donc a priori, nous en avons besoin. A priori. Donc la deuxième, si on en a sur notre territoire, pourquoi s'en priver? On peut essayer d'exploiter le gaz de schiste dans certains endroits, le faire avec des politiques environnementales qui permettent de ne pas faire n'importe quoi et de diminuer la pollution, etc.
Mais, enfin, vous voyez, c'est une hypocrisie absolument incroyable. Et en plus, ça va créer, évidemment, ça va jouer pour la réindustrialisation de la France, quoi. Et pour notre autonomie, notre souveraineté. Mais on s'empêche de le faire pour des raisons complètement débiles. Première question, en a-t-on besoin? Si oui, eh bien, on ne va pas s'en priver de l'exploiter, évidemment. Mais ça, c'est... Non, mais vous pointez du doigt vraiment encore une des hypocrisies assez lamentable, c'est qu'on importe, on le sait, on le sait, on l'a dit depuis la crise, depuis 2022, enfin de Russie-Ukraine, on importe du gaz de schiste très cher. Et puis, vous savez combien de pollution les méthaniers, qui traversent les océans, effectivement. Alors, mais ça, on n'en parle pas. Voilà, donc c'est bizarre d'avoir des ressources et de ne pas vouloir s'en servir. Ben, à partir du moment où on en a besoin, ce studio, enfin, je pense qu'il a été fait avec beaucoup de matériaux pris dans la terre. Vous voyez, les gens sont dans un univers. Alors, qu'est-ce qu'on retourne dans la forêt, quoi? Oui, non, c'est vrai. Non. On fera ça sur un arbre comme ça, avec des lampes à huile en guise de micro. C'est quand même notre bonheur matériel, en tout cas, est lié à ça, à ces extractions. Et encore une fois, vous savez, il y a beaucoup de carrières en France. Ouais. Notamment dans le Cantal, chez moi, il y a des carrières de diatomite. Très belle carrière de pierre. Diatomite. Ouais. C'est quoi le diatomite? C'est une petite, c'était des micro-organismes qui servent à absorber ou à filtrer des éléments. C'est très utilisé, même dans des produits très écologiques. D'accord. Ce que je veux dire, c'est que il y a eu beaucoup de carrières. À un moment donné, elles sont exploitées pendant 20, 30 ans. Et après, elles reviennent à la nature, ces carrières-là. Vous voyez, c'est jamais définitif. Vous voyez ce que je veux dire? Donc, il y a beaucoup de carrières, d'ailleurs, qui sont de granulats, près des rivières, qui ont été transformées en véritable paradis pour les oiseaux, utilisés aujourd'hui par les ornithologues. D'accord, qui ont fait des centres pour aller les observer et tout. Donc une carrière, alors c'est terrible quand vous avez une maison de campagne et qu'on installe une carrière à côté de chez vous, vous avez les boules, je suis d'accord. Mais il faut comprendre que ça va durer 20 ans peut-être, et puis après ça va revenir à la nature. Oui, je pense que le propriétaire de la maison ne va pas vous écouter là-dessus. Mais on peut comprendre sur le fond. Non, mais il a raison, mais après il y a l'intérêt supérieur de l'État. Bien sûr. Il faut qu'on ait l'expérience collective de toute façon. Voilà, des matières premières, quoi. Donc, en fait, ce que vous dites quelque part dans votre livre, Bertrand Alliot, revenons à la raison, quoi. Revenons à une certaine raison, ou à un certain rationalisme au bon sens du terme. Oui, alors, dans mon livre, finalement, j'explique de façon simple ce qu'est l'écologie, en fait. Comment on peut la comprendre, notamment face à l'environnement, face à quelque chose qu'on a appelé le développement durable, dont on ne parle plus du tout. Vous voyez, j'essaye de montrer comment tout ça est arrivé chez nous, comment ça s'est... Oui, comment ça a rencontré du succès. Oui. Et j'essaye de décrypter de façon très simple. C'est à la fois pour les écologistes, qui s'étonnent parfois qu'on n'ait pas des politiques assez puissantes, mais c'est aussi pour les ennemis de l'écologie, ce livre, pour comprendre un peu pourquoi elle a eu tant de puissance, elle a gagné, etc. Puis pour tous les gens qui s'intéressent, notamment tous les gens qui sont à Sciences Po, par exemple, c'est une espèce de que sais-je en plus flamboyant sur l'écologie, vous voyez ce que je veux dire, et avec un retour aussi sur... à la fin, en tout cas, cette espèce d'analyse, pourquoi je pense qu'elle va perdre en puissance, mais je ne suis pas le seul à le dire, finalement, et qu'on va revenir à des choses plus raisonnables. Mais vous croyez qu'on va écouter un écolo traître? Est-ce qu'il se repent de temps en temps, cet écolo traître? Écoutez, non, je ne me repens plus, là, c'est terminé, j'ai eu trop de malheur pour me repentir. Non, j'assume d'être... Vous persistez, vous signez. Oui, alors par contre, ce qui est fascinant, c'est ça, André, c'est qu'un profil comme le mien, qui vient du sérail, ben oui, en plus, ce que je veux dire, il n'y en a quasiment pas. Et ça, c'est pas tout à fait normal. C'est-à-dire qu'il devrait y avoir des gens qui ont eu le même genre de parcours que moi, qui rejoignent un peu cette critique de ce qu'est devenu l'écologie. Ça existe dans certains pays, Schellenberger, par exemple, aux États-Unis. Il y en a aussi un ou deux en Angleterre, mais très peu en France. Et j'attends qu'on me rejoigne. Vous savez, je suis porte-parole d'une association qui s'appelle Action Écologie aussi. Et donc, on essaye d'avoir un discours un peu différent. Et voilà, donc... écoutez, en tout cas, c'est bien d'avoir des gens du sérail, comme vous dites, parce que simplement, ils savent ce dont ils parlent. Donc, lisez le bouquin de Bertrand Alliot, vraiment lisez-le, comprendre l'incroyable écologie, analyse d'un écolo traître, mais vous savez, de temps en temps, il faut savoir être traître, dans le bon sens du terme, pour ramener l'église au milieu du village. Et la préface de Chantal Delsol, que nous aimons beaucoup, que je vais recevoir dans les prochains jours, d'ailleurs.